Nkurunziza, si vous voulez, a créé les conditions d'une négociation réelle et certaine. Il aurait donc été absurde que lorsque cette équipe-là était encore présente sur le territoire burundais, qu'il y ait des casques, qu'il y ait. Donc, il aurait au moins tout le monde fallu attendre de voir les conclusions de cette médiation. Et si ces conclusions sont opposables à toutes les parties, notamment à la partie présidentielle, parce que c'est toujours le président qui, jusqu'ici, refusait les négociations. Je pense que on parlait d'un contingent militaire, maintenant on a quelque part, c'était l'hypothèse des observateurs militaires pour remplacer le contingent, pour l'hypothèse du contingent qu'on aurait pu déployer. Donc c'est l'hypothèse des observateurs militaires ou de l'Union africaine qui viendraient un peu observer le déroulé, l'atmosphère, si vous voulez, les conditions dans lesquelles on est en train d'aller dans ce processus-là. Mais moi, tout cela n'est qu'une manière pour moi, n'est qu'une façon de différer, si vous voulez, cette implosion qui est en train de se préparer, qui a déjà partiellement eu lieu du côté du Burundi. Parce qu'in fine, de quoi s'agit-il? On négocie. Qu'est-ce qu'on négocie? Vers quoi est-ce qu'on s'achemine-t-on? Quelle est la direction qu'on voudrait donner aux négociations? Qu'est-ce qui s'est passé et vers quoi est-ce qu'on voudrait aboutir? Je pense que c'est cela. Lorsque Nkurunziza a fait sa forfaiture, moi j'appelle ça sa forfaiture, même si certains pensent qu'il était dans son droit parce qu'il était menacé par l'Occident, je pense que dans son camp, il aurait pu trouver un candidat, un remplaçant, parce que moi, ça c'est ma position. Le panafricanisme que nous défendons aujourd'hui, même si nous avons la conviction effectivement que c'est par là que nous allons avoir le salut, mérite qu'à un moment donné, on soit, si vous voulez, très intelligent et très fin dans le procédé, sinon on va tomber dans le piège qu'on nous tend. Et là, le Burundi est dans un piège, parce que maintenant c'est la guerre, ça a ouvert la porte à ce qu'on peut envoyer des équipes, des militaires et tout, qui peuvent venir installer une base militaire et ne plus jamais partir. Donc, Nkurunziza aurait pu éviter tout cela à son pays, si dans son propre camp, il avait pu trouver. On n'aime pas Thomas Boni Yahi, il a tenté, il n'a pas réussi, mais il a quand même pu trouver une excroissance, qu'on appelle aujourd'hui Lionel Zinsou, de dire, ok, va me représenter. S'il avait tenté lui-même de faire sauter ce verrou-là, ou alors de lancer une armée, ça aurait été pire que cela. Donc, si la situation au Burundi avait été cela, c'est-à-dire qu'il y a un dauphin qui prend la place de Nkurunziza, même s'il va revenir 5 ans après, parce qu'il est jeune, il n'a que 55 ans, dans 5 ans, il n'aura que 60 ans. C'est ça que je ne comprends pas. Quelle est cette obstination pour un jeune? Moi, je m'identifie à lui qui n'a que 55 ans, de jeter son pays dans un cycle infernal de troubles, parce que tel que c'est parti là, on ne parle plus aujourd'hui au Burundi d'école. On ne parle plus d'économie, on ne parle plus de rien du tout. On parle de négociations, des cycles de négociations, d'accords de paix, d'accords de sortie de crise. Et 5 ans va passer. Au bout de 5 ans, il va vous dire, je n'ai pas eu le temps pour travailler, donc je vais rester parce qu'on était dans les négociations. Et c'est fini. Donc moi, qu'il soit panafricaniste ou pas, je dis, ça c'est un panafricaniste qui n'est pas intelligent. C'est pas comme ça qu'on défend le panafricanisme. Donc le panafricanisme, pour moi, il a jeté son pays dans un cycle de chaos. Idriss Déby a dit qu'il fallait qu'on aille vite. Moi, je lui fais confiance parce que c'est un militaire. Lorsqu'il parle, il sait de quoi il s'agit. Lorsqu'il a dit à Diendéré, écoute, il faut que tu partes, ça pourrait que se passer de cette manière-là. Moi, je lui fais confiance. Donc, moi, je remets tout entre les mains du président de l'Union africaine actuelle. Pour que le temps de son mandat, une solution durable puisse être trouvée au Burundi. Et à mon humble avis, cette solution ne peut passer que par une autre élection. Si Nkurunziza refuse de quitter, qu'on organise une réelle élection cette fois-là, pas ce qu'il a organisé ce simulacre-là, une réelle élection, et effectivement, et que là, les Burundais puissent effectivement s'exprimer. Parce qu'à mon avis, son premier mandat sur lequel il s'appuie, selon les accords d'Arusha, qui dit qu'il aurait été souhaitable que l'Assemblée soit votée par le peuple, est-ce qu'il avait été un président diminué? Il était un président à part entière et non un président entièrement à part. Il avait le droit de nommer aux postes civils et militaires. Il représentait son pays, il était le premier citoyen du pays. Donc il jouissait de toute la légalité et de toute la légitimité que jouit un président normal. C'est comme si le président centrafricain actuellement venait vous dire que la constitution de la Centrafrique n'est pas normale parce qu'elle a été votée par un parlement nommé. Les parlementaires nommés en Centrafrique qui ont voté la constitution actuelle. Donc, moi, je dis, ce genre de panafricaniste-là nous a mis en difficulté, nous met en danger et met la région des Grands Lacs dans une situation difficile. Okay. Maintenant, on va évoquer, oui, le Rwanda est perturbé parce que les États-Unis ont soutenu. Mais ça, vous le saviez. Comment donc vous évitez ce piège? C'est tout simplement en étant intelligent, surtout lorsqu'on est jeune. On peut, lorsqu'on a 55 ans, partir... Faire place aux candidats des États-Unis? Non, à votre propre...
Parce que vous avez évoqué l'argument qui dit que ce sont peut-être, je vais globaliser, les Occidentaux qui organisaient une rébellion, une base arrière au niveau du Rwanda pour faire tomber le président. Et forcément, s'ils voulaient faire tomber le candidat Nkurunziza, c'est qu'ils avaient déjà un candidat qu'ils voulaient mettre à la tête. L'intelligence pour vous aurait été que Nkurunziza laisse la place au candidat dans l'Occident et qu'il revienne 5 ans plus tard. L'Occident. C'est-à-dire que durant Nkurunziza savait très bien ce qui allait se passer. Parce qu'à la mais il aurait nommé qui? Puisqu'il n'aurait pas eu les moyens de... Écoutez, vous aurez la réponse. À la fin de son premier mandat et au début de son second mandat, la question se posait déjà. Donc il savait forcément que ça n'allait pas. Il aurait pu anticiper. Il aurait donc pu tout simplement, dans son propre camp, Vladimir Poutine l'a fait. On a vu un monsieur venir s'appeler Medvedev, fait 5 ans, ensuite repartir. Mais il y avait ce piège-là qu'on avait tendu à la Russie. Les gens l'ont fait, les Chinois le font depuis pratiquement 30 ans. Dans le seul parti communiste chinois, les gens partent, des autres reviennent. Dans le même parti. D'accord. Ils auraient très bien pu le faire. Il n'a pas pu convaincre le président de l'Assemblée nationale. Il n'a pas pu convaincre son propre chef d'état-major des armées avec qui ils ont guerroyé pour arriver là. Il n'a pas pu les convaincre tous. Ça veut dire que même dans son propre camp du CFDD, il était un mauvais candidat. Merci. Il y a Delvaris Ngunju qui a beaucoup réagi gestuellement par là pendant que vous étiez en train de parler. Donc j'ai envie de lui donner directement la parole après vous pour qu'il nous fasse part de ses préoccupations. Oui, très rapidement, Alain Michel, je respecte beaucoup le point de vue de mon ami et mon grand frère, Audrey, mais comme on le dit, les faits sont têtus, les commentaires sont libres. Soyons factuels. Première chose, il y a eu une délégation qui a été envoyée par le président de l'Union africaine, le président Déby, à Bujumbura. Avant eux, il y a eu le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Il avait un objectif, demander qu'il y ait un dialogue inclusif. La délégation de l'Union africaine est venue, avec à sa tête le président Zuma. Il y avait Macky Sall, il y avait Ali Ben Bongo, il y avait Abdelaziz et Mariam Aïwe d'Éthiopie. Ils ont causé, non seulement avec le pouvoir de Nkurunziza, mais aussi avec les partis d'opposition. Ce qui fait comprendre ceci. L'hypothèse, ou alors les faits que les médias occidentaux disent tout le temps, qu'à l'intérieur du Burundi, il n'y a plus de partis d'opposition, est un mensonge. Il y a des partis d'opposition à l'intérieur du Burundi. Il y a des personnes qui étaient auteurs du coup d'État. Pour certains, ont fui et se sont repliés sur le Rwanda. Et le Rwanda les utilise. Depuis un certain nombre de temps, les armes, il y a une rébellion qui existe pratiquement déjà pour pouvoir déstabiliser le Burundi. C'est un fait établi. Non, nous l'avons parlé ici sur Afimedia, mais même les Américains ont confirmé cela, que le président Kagame était en train de prendre disposition pour pouvoir déstabiliser le Burundi. Quittons là. Monsieur Rodrigue tout à l'heure a fait allusion aux accords d'Arusha. Les accords d'Arusha sont clairs. On n'a même pas besoin d'être juriste. Il est clairement dit dans les accords d'Arusha que le président du Burundi est élu par un suffrage universel direct. Est-ce que le président Nkurunziza, à son premier mandat, a été élu par un suffrage universel direct? Nous disons non, c'était pas le Parlement. Je termine. Non, j'ai pas terminé. Est-ce qu'il ne jouissait pas les prérogatives mais ça mais vous vous appuyez sur ça. Pas vous. Mais Rodrigue. Non. Respectons la Constitution. La Constitution dit quoi, Rodrigue? La Constitution est claire. La Constitution dit suffrage universel direct. Tout ce que vous racontez après, c'est le village du quartier. La Constitution est claire. Suffrage universel direct. Est-ce qu'il respecte la Constitution? Oui, il respecte la Constitution. Nous balayons cela. Il est clairement établi que le premier mandat de Nkurunziza était un mandat tampon. Rien ne stipule que c'était déjà son premier mandat. Actuellement, après les 5 ans, il va partir. Les éléments sont en politique. Vous ne dites pas en politique, quand vous êtes en position de pouvoir gagner une élection, vous dites, je vais d'abord quitter et je vais partir. C'était un mandat transitoire. Et quand nous quittons là-bas, et ça c'est l'enjeu le plus important, c'est la grande géopolitique des Grands Lacs. Nkurunziza n'a pas accepté de jouer le jeu des grandes puissances qui déstabilisent la RDC depuis de nombreuses années, qui pillent la RDC depuis de nombreuses années, avec des milliers et des milliers de morts depuis de nombreuses années. Il n'a pas joué ce jeu-là. L'on prend disposition pour le mettre de côté. Il y a des faits qui sont têtus. Nkurunziza, dans les Grands Lacs, est l'un des leaders qui a remboursé la quasi-totalité de la dette au niveau de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Ce qui fait que la dépendance au niveau de ces bailleurs de fonds-là est amoindrie. Ça, c'est d'un. Nkurunziza signe des accords avec la Chine qui déplaisent aux puissances occidentales. Actuellement, on veut le faire partie. Mais ce qui est très surprenant, c'est que Kagame, qui est à côté, a totalement modifié la Constitution. Et il est maintenu au pouvoir. Parce que personne n'en parle.
Le président Sassou a modifié. Il est là. Presque personne n'a pas. C'est la question que j'ai failli poser parce que ces cas de figure, font pratiquement légion. Juste à côté, vous parlez de Kagame qui a modifié la Constitution. Très bien. Mais il ne fait pas l'objet des attaques. Personne n'en parle. Peut-être l'explication est qu'au Rwanda, personne ne s'est sauvé. Non, le problème c'est que l'on veut faire partie Nkurunziza par toutes les méthodes. La preuve en est. Rodrigue parle quelque chose tout à l'heure et qui n'est pas exact. Le Burundi n'est pas en feu et en sang. Il y a quelques quartiers. Et le président Nkurunziza l'a dit. Il a dit qu'il n'y a pas de problème au Burundi. C'est même pourquoi. C'est une surmédiatisation de. C'est même pourquoi. Pas seulement qu'il faut bien regarder les médias. C'est Deutsche Welle d'Allemagne, c'est France 24, c'est BBC, etc., etc. Et à côté de cela, c'est pourquoi le président de l'Union africaine, le président Déby, a très bien fait de déléguer, d'envoyer une délégation, d'aller voir sur le terrain. Ils ont vu sur le terrain et ils ont émis des propositions. Ils ont fait un communiqué. Le seul hic, c'était là la difficulté de Nkurunziza, c'est qu'on lui demandait de négocier avec des personnes qu'il considère comme des terroristes, c'est-à-dire des gens qui ont fait un coup d'État. Et maintenant, cela, très bien, et cela, ça nous permet de questions. La France n'a pas accepté de négocier avec le Batasuna, avec l'ETA. Pourquoi tous ces pays-là, quand il y a le mouvement rebelle là-bas, pourquoi n'acceptent-ils pas d'aller à terme de négociations? Mais c'est là que nous regardons qu'il y a un cas de figure qui a déjà existé en Afrique, c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Il y a un arrière-pays qui est le Burkina Faso, à partir duquel on fait rentrer les armes, on fait rentrer les hommes pour attaquer un pouvoir central, Abidjan, à Yamoussoukro, et après on dit, venons faire la négociation. Un dialogue inclusif, par lequel le chef rebelle, qui n'est autre que Guillaume Soro, devient après ministre de la Défense et commence qu'on fait la destruction à l'intérieur du système. Et nous connaissons la conclusion, avec des milliers de morts ivoiriens. Et nous connaissons ce qui se passe encore aujourd'hui. Et c'est plus ou moins un système, pas totalement identique, mais extrêmement similaire que l'on est en train de vouloir dérouler au niveau du Burundi. C'est pourquoi je dis, la crise burundaise est lisible sur deux volets. Il y a le volet géopolitique qui engage l'ensemble des panafricains, mais il y a également le volet de la constitution burundaise qui n'a pas été violée par Nkurunziza. Toute analyse personnelle, Karteza, c'est autre chose. D'accord. Merci beaucoup. Vous avez évoqué tout à l'heure les conclusions, et je viens à vous, Célestin Diamène, les conclusions des chefs d'États africains envoyés au Burundi par l'Union africaine pour convaincre le président Pierre Nkurunziza de dialoguer avec son opposition. Et cette délégation, justement, a publié un communiqué lundi soir invitant toutes les parties, Dalvaris le mentionnait, toutes les parties prenantes à la crise burundaise à prendre part à ce dialogue, sans précondition et dans le strict respect de l'accord de paix d'Arusha. Seulement, le président Pierre Nkurunziza rejette jusqu'ici tout dialogue avec le Sénared. C'est cette partie-là qu'il évoquait tout à l'heure quand il disait que ce sont les organisateurs même, enfin, le président Nkurunziza les tient pour responsables dans tous les troubles qui sont survenus au Burundi. Et donc, il ne veut pas dialoguer avec eux parce qu'il trouve que ce sont eux qui ont organisé des troubles et ce sont eux qui cherchent à déstabiliser le pays. Alors, d'un côté, la délégation qui est partie au Burundi a constaté et a rendu ses travaux. D'un autre côté, Pierre Nkurunziza ne veut pas céder, surtout s'il s'agit du Sénared que j'ai cité tout à l'heure. Oui, d'abord, Alain Michel, je pense que l'Africain doit cesser d'être victimaire, d'avoir une posture victimaire. L'Afrique, après 500 ans d'esclavage, 55 ans de colonisation, doit être conquérante. On ne doit pas avoir une posture de pleurnicheur. C'est fini, ça. Il faut que l'Africain apprenne à comprendre qu'aujourd'hui, on doit mettre en valeur l'Africain et parler moins de l'Européen. Si l'Europe a pignon sur rue, parce qu'il y a des Africains qui permettent cela. Parce qu'il y a un chingonisme rampant et perpétuel en Afrique. Donc moi je dis et redis que notre malheur comme notre bonheur, c'est nous qui allons le construire. Que vous le vouliez ou non, je persiste et je signe. L'Europe ne peut rien si l'Africain se met debout. C'est une vérité éternelle. La France, vous la surestimez, vous lui donnez le pouvoir qu'elle n'a pas. Parce que les Africains laissent faire. Et notamment aux chefs d'État. Ils sont complaisants, ils veulent s'accrocher à leur poste. Ils veulent en contrepartie des pouvoirs à vie. C'est pour ça qu'ils négocient avec les Blancs, avec les Européens. Voilà la vérité. Et les Européens, quand ils nous entendent parler, quand on aboie, mais ils paieraient tout l'or du monde pour qu'on continue à aboyer. Ça les arrange, parce qu'on divertit, parce qu'on les distrait. Si par exemple, on faisait venir sur ce plateau un type comme Arthur Zang, qui a créé un Camerounais, qui a inventé le Cardiopack,
il y a 10 millions d'Africains qui seraient subitement inspirés. Plutôt que de faire la victime éternelle. Non, non et non. C'est pour dire que M. Nkurunziza, qui a certainement peut-être remboursé les dettes, mais va-t-il rembourser les morts, les vies tombées? À cause de lui. Je suis scandalisé de dire qu'il a remboursé les dettes. Il s'agit de vies humaines. Est-ce qu'il va les rembourser? Tombées. À cause de lui. Cause Et Rodrigue l'a dit. Un homme qui n'a même pas 55 ans, il est né en 62. Voilà un homme qui se prend pour le Messie. Je respecte sa foi chrétienne. Il n'y a pas de problème. Moi-même, je suis chrétien. Et je proclame ma foi chrétienne. Mais je ne suis pas. S'il vous plaît, M. Simon, je crois que je ne vous ai pas interrompu. Je respecte la foi de M. Nkurunziza. Mais en tant que chef d'une nation, il ne peut pas, parce que il estime qu'il y a des complots inspirés de l'extérieur, voir les morts tous les matins, tous les soirs, tous les midis, et se contenter de s'accrocher à son poste. Mais c'est une imbécilité totale. C'est un homme qui est jeune. Quand l'Union africaine arrive, qu'ils lui disent, monsieur, négocier avec l'opposition. Mais Pierre Nkurunziza a dit que la plupart de ces morts sont fabriqués, que n'existaient pas. Il y a des charniers qu'on a découverts, il y a des charniers. C'est une évidence. Est-ce que les morts que nous voyons, c'est les morts fictifs qu'on voit? Dites-nous, si on se trompe, c'est les vrais morts qu'on voit? C'est les Blancs qui envoient ces morts-là? C'est nous, Africains, qui acceptent, qui aimons le pouvoir. Le pouvoir, c'est pas la politique, c'est pas la vie. Il y a autre chose en dehors de la politique quand même. Il y a la vie humaine. Moi, je suis prêt à me retirer la politique si le Cameroun doit s'embraser. S'il faut préserver la vie quand même. Monsieur Nkurunziza, c'est pas Dieu, c'est pas le Messie. Donc moi, je persiste et dis que Monsieur Nkurunziza doit respecter les accords d'Arusha de 2000, qui ne permet pas un troisième mandat. Clarendon, il a fait 2 mandats. On dit, c'est un mandat, comme un mandat tampon. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a quand même dirigé 5 ans le Burundi. C'est 5 ans de pouvoir. Il ne dirigeait pas le Luxembourg. C'est le Burundi qui dirigeait, même si c'est un mandat fictif ou tampon. C'est un mandat. Et sur les enjeux géopolitiques? Les enjeux géopolitiques. Il est vrai que tout le temps, il va accuser son cousin, son voisin, Kagame. Mais nous sommes dans le cadre de la géopolitique. Le débat n'est pas là. Quand on dit négocier avec l'opposition, toute l'opposition sans précondition. M. Nkurunziza n'a pas à choisir son opposition. Et c'est pour ça que moi je dénonce le comportement de M. Nzuma, qui a été le chef de délégation de cette opposition de délégation, qui, après le départ de toute la délégation, est resté dire derrière que M. Nkurunziza doit négocier avec les opposants importants. Ben, il a vite fait, M. Nkurunziza, d'interpréter, de dire que voilà, c'est M. Zuma qui a raison. Est-ce que M. Zuma parle en son nom? Il est censé parler au nom de la délégation africaine de l'UA qui est venue à Bujumbura. Ce n'est pas son nom personnel qu'il parlait. Donc il faut raison garder et commencer à dire aujourd'hui que les colons noirs, ça existe. Nkurunziza est un colon noir qu'il faut mettre hors d'état de nuire. D'accord. Nous ne voulons pas de colons noirs. Et ces colons noirs font plus de mal que les colons blancs de l'époque. Il faut le dire. Mais le fingonisme est un cancer terrible. Et plus terrible que le cancer colonial qu'on a vécu à 55 ans. Il faut le savoir. Merci beaucoup, hein, monsieur Célestin Djamène, qui n'a pas fini de me faire rire avec son néologisme qu'il a apporté ici, le fingonisme. C'est un terme qui m'arrache toujours un sourire chaque fois que je l'entends. Nous allons, avant de continuer, prendre quelques appelants. Et on a un appel depuis la Belgique. J'espère que ce monsieur est encore en ligne. Bonsoir, cher monsieur. N'oubliez surtout pas de voter avant de contribuer. Bonjour Alain Michel. Je voterai pour le président tchadien, Idriss Déby. Ensuite, je voterai pour le président Obiang. Ça sera tout pour les votes. Je salue le président Mandakani, M. N'Djamène, M. Rodrigue. Et je voudrais simplement poser une question. Soyons d'accord sur le fait que Nkurunziza ait le droit de se présenter aux élections. Soyons d'accord qu'il interprète bien la constitution issue des accords d'Arusha. Mais doit-il, au prix de la vie de son peuple, respecter la loi? C'est-à-dire, moi, je ne comprends pas cette logique. Entre sauver la vie de ton peuple en violant la constitution ou en respectant la constitution, pardon. Comment on peut justifier que Nkurunziza fasse son peuple, laisse les gens mourir tout simplement parce qu'il veut respecter la constitution? Non, il savait qu'en le faisant, les gens allaient se soulever. Donc, moi, je crois qu'il aurait quand même mieux fait
de laisser tomber, tout simplement, parce qu'il y a trop de morts, et ça, c'est vraiment catastrophique. Deuxième chose, l'argument comme quoi Nkurunziza reste au pouvoir parce qu'il veut protéger le Rwanda, parce qu'il va empêcher l'Est du Congo, pardon, de se faire déstabiliser. C'est faux, c'est une fuite vers l'avant pour moi. Pourquoi? Parce que le Congo, c'est un pays qui est déstabilisé depuis 1820. Donc, depuis 1880, donc depuis que les colons belges sont arrivés au Congo, le Congo souffre le maladie depuis. Donc, vraiment, ce n'est pas le petit Burundi qui va empêcher le Congo d'être déstabilisé. Le Congo a des milliers de kilomètres de frontières avec d'autres pays africains. La Centrafrique, le Rwanda, le Zimbabwe et tout ça. Et je vous assure que dans les retranchements des frontières du Congo, il y a toujours des troubles. Donc vraiment, dire que le Burundi garantit certaine stabilité de l'Est du Congo, c'est une fuite vers l'avant. Vraiment, c'est un argument trop facile. Que Nkurunziza vraiment nous excuse. Et une chose que je voudrais préciser, que M. N'Djamena dit, il a raison. Les Africains sont pour quelque chose dans l'échec des Africains. Moi, je vais prendre un exemple ici. Ici là où on vit, ici en Europe. Sachez bien qu'il y a des Africains qui sont recrutés par les États ici en Europe pour servir d'indic lorsque les Africains font des démarches ici. Vous comprenez? Donc, ils sont payés pour dénoncer, que ce soit dans les procédures comme les demandes d'asile et tout, que ce soit des Camerounais, des Congolais et tout. Il y a des Camerounais, des Congolais, des Béninois, des Ivoiriens qui sont recrutés pour dénoncer, pour jouer le rôle d'indic. Moi, je le dis, comprenez? Donc, c'est de dire que les Africains sont ceci, sont cela. C'est vrai qu'il ne faut pas occulter le rôle des autres Africains qui luttent contre ça, mais ayons quand même le courage de dire qu'il y a des Africains qui sont des vrais indiques et qui tirent l'Afrique vers le bas, et cette minorité, je vous... Merci à vous, cher monsieur, sauf que ça devenait un peu long. Nous allons prendre quelqu'un d'autre. Bonsoir, cher monsieur, vous votez, vous participez. Allô? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Je vous en prie. On a un appelant. Bonsoir, monsieur. Si vous êtes là, vous votez, vous participez. Je vote pour le président Déby. Allô? On vous écoute. Oui, je vote pour le président Déby. Et je voudrais participer pour l'émission de Burundi. Et moi, mon point de vue, je ne suis pas d'accord pour un Africain dire d'exclure un président quelconque Il est parti. Alors, nous en prenons un autre derrière, ou alors une autre. Bonsoir, monsieur ou madame, vous votez et vous participez au débat. Bonsoir, Alain Yetin. Je vote pour Ma Bazoro. Il faut dire que aujourd'hui, la politique en Afrique est vraiment... Je peux dire, je ne sais pas s'il faut dire que si c'est la sorcellerie, parce que c'est la France qui décide véritablement des choses. Et en parlant véritablement du Burundi, il faut voir quel est le système qu'ils ont mis en place pour renverser le président. Et le jeu dans lequel le président est rentré, sans se rendre compte du piège que les Français lui avaient tenu, véritablement, c'est parce que ils lui ont fait croire qu'ils étaient avec lui au départ. Et après, ils ont imposé certaines choses par rapport aux richesses. Et comme Boziza a refusé, il faut coûte que coûte. C'est la même chose qu'ils ont fait ici en Côte d'Ivoire. Ils ont imposé des choses à Gbagbo. Et quand Gbagbo a refusé, ils ont créé une rébellion. Ce n'est pas en fait, Alain Michel, maintenant, ce n'est pas en fait l'opposition qui... Mais derrière l'opposition, il y a une rébellion cachée. Et c'est cette rébellion-là qu'il faut véritablement dénoncer. Et c'est ce qu'ils font. Pourquoi, alors, je dis, il faudrait que les Africains se... et que les Africains se...
Les présidents qui vont pour la... Alors, ça s'est gâté à la fin. Merci, cher monsieur, de nous avoir appelés. Vous pouvez nous rappeler, si c'est permis. Nous avons un autre appelant rapidement. Bonsoir, madame ou monsieur, vous votez et vous contribuez au débat. Bonjour Afrique Média, je m'appelle Roger. Je téléphone de la Suède. Bon, je voudrais voter M. Idriss Déby, voter M. Théodore Obiang et M. Mugabe. Je voudrais juste dire, bon, il y a ce que je ne suis pas d'accord avec M. Chokodio et M. Célestin. Parce que, bon, si Nkurunziza part et que, bon, un président de la France-Afrique vient s'installer, ils sont difficiles à déloger après. Regardez le cas du Togo. Il y a des mois qui avaient fait combien de temps? Qui a fait 43 ans au pouvoir et quand il est parti, il est mort en 2005 et c'est le fils qui a pris le pouvoir. Et il vient de faire 3 mandats. Et qu'est-ce que la France a dit? Rien. Et il est toujours là. Malgré les votes, et puis bon, les Togolais n'ont jamais voté pour la famille, cette famille de délinquants. Il y a des mois, les Togolais n'ont jamais voté pour eux, mais quand même, il est toujours au pouvoir. Ils sont difficiles à déloger après. Monsieur Nkurunziza doit rester et travailler pour l'Afrique. Merci. Merci à vous, cher monsieur. Nous allons prendre un autre appelant. Bonsoir, madame ou monsieur. Merci de nous appeler. Vous votez, vous contribuez. Merci de nous appeler. Oui, bonsoir. Est-ce que nous avons cet appelant en ligne? Sinon, nous allons poursuivre. Au Cameroun. Je vote pour M. Obiang, le président tchadien. Je voulais contribuer à votre émission et je voulais poser une question à M. Diamé. Est-ce que vous voulez dire que le président n'est pas bon? Est-ce qu'il devait négocier avec le terrorisme modéré et qu'il devait négocier pendant que le terrorisme est en train de mélanger le président syrien? C'est là une solution que j'avais à poser. Donc ça. D'accord, merci beaucoup. Un autre appelant, hein? Il pleut des appels ici. Bonsoir, monsieur, merci de nous rejoindre. Vous votez d'abord. Oui, allô, bonjour. Moi, c'est Jeff Oscar. Je vous appelle du Canada, le Québec. J'aimerais contribuer à voter. Alors, pour moi, je ne vais pas vraiment voter. Si je fais un vote, c'est parce que je vais voter Afrique Média. Je donnerai mon vote à Afrique Média. Parce qu'Afrique Média est en train de faire le travail que normalement les Africains devraient faire. Ces présidents que vous présentez, c'est ce qu'ils devraient faire, c'est-à-dire éduquer la population. C'est ce qu'est en train de faire Afrique Média. Donc, c'est à eux que je donne mon vote. Et puis, en plus, pour parler de tout ce de tous ces sujets dont nous sommes en train de parler de Nkurunziza. Nkurunziza, on connaît bien, on voit bien les jeux, le jeu politique est en train de se dérouler en ce moment. Et pour moi, il doit chercher à gérer cette situation-là. Ok? Et si nous, les Africains, nous savons déjà, nous avons vu, nous lisons, il y a puis les déclarations à Facebook et tout cela, ma grande question est de savoir qu'est-ce que nous sommes en train de chercher à faire. Moi, si je peux proposer quelque chose, c'est que j'aimerais qu'Afrique Média cherche vraiment à réunir beaucoup les Africains pour combattre tous ces enjeux politiques qui sont en train de se faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si nous, les Africains, dans la scène mondiale, nous ne comptons pas ça, c'est vrai, ça se voit. Mais alors, on peut commencer à compter. Et pour ça, c'est pourquoi je vote Afrique Média, pour que Afrique Média donne la voix, donne une issue. Et par Afrique Média, que nous commençons à parler de ces problèmes de la sortie, surtout de la sortie du franc CFA. Quelqu'un a dit l'autre fois, l'émergence, on ne peut pas faire l'émergence tant que nous sommes dans une monnaie du colonisateur. Ça, c'est clair. Je n'ai jamais vu un pays qui devient émergent ou peut-être devient un grand pays à cause et étant sous une monnaie colonisatrice. Donc, il faut d'abord, en préalable, que les pays africains sortent du franc CFA, et ça, c'est le combat d'Afrique Média. Afrique des médias doit mener ce combat, il doit faire de cela
sa première référence, sortir du franc CFA. C'est ce que Afrique Média doit dire aux Africains. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, monsieur. De toutes les façons, hein, l'un de nos panélistes vous l'a dit dernièrement, nous vous rassurons, sur le terrain, il y a des tactiques qui sont en train d'être mises en place, des collectifs dont vous allez entendre parler bientôt. Ne vous inquiétez pas. Soyez juste prêts à rejoindre. Nous allons prendre un autre appelant. Bonsoir, cher monsieur. Merci de nous rejoindre. Vous votez d'abord. D'accord, merci. Oui, bonsoir Afrique Média, c'est Défat depuis Montréal au Canada. Très content pour le sujet de ce soir, comme d'habitude. J'aimerais, s'il vous plaît, revenir un peu sur le premier sujet. Les Africains n'en veulent pas, je parle des Africains en général, nous n'en voulons pas des insous. Et je souhaite que le Béninois soit notre porte-parole. Que les Béninois disent à Zinsou de se mettre dehors. Et on espère que le vote ne sera pas volé, parce que en écoutant tout ce qui a été dit, si les votes ne sont pas volés, je pense qu'on dira à Zinsou, on lui montrera le chemin. Et les Africains, nous sommes généralement assez passifs. Il faudrait qu'on devienne assez réactifs pour ne même pas accepter que ce genre de choses soit fait, qu'on nous emballe un cadeau empoisonné, qu'on nous l'envoie, et puis que c'est après que nous réagissons pour dire non à cela. Pour Kourouziza, nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, si Kourouziza fait le travail, quand je dis faire le travail, s'il nous apporte des contrats gagnants-gagnants, comme disait notre père Gbagbo, s'il est pour notre développement, en tout cas, en voyant le bilan des dernières années, je ne suis pas allé au Burundi, mais en lisant et en écoutant ce qui se dit en général sur le Burundi et Kourouziza, il travaille pour le développement de son pays. Alors, s'il se met dans cette lignée-là, s'il est dans cette lancée-là, nous sommes pour qu'il reste encore là et pour longtemps. Et que le développement aille toujours de l'avant. Et on s'en fout qu'il mette 10, 15, 20, 30 ans. S'il travaille pour l'Afrique, nous sommes d'accord avec lui. Et s'il y a du trouble, qu'il utilise la manière forte. Ce n'est qu'avec la manière. Merci, cher monsieur, de nous avoir appelé. Un autre appelant. Bonsoir et merci de nous rejoindre. D'accord, nous allons peut-être revenir tout à l'heure parce qu'ils sont très nombreux à vouloir nous joindre, mais nous voulons avancer. Je donne la parole au président Bandakani d'abord. Alors, moi, j'aimerais comprendre une chose. Cette question m'est venue à l'esprit tout à l'heure avec l'intervention de M. Ndiamène et M. Tchoko-Dieu. Mais c'est maintenant qu'elle revient. Peut-être que je vais envoyer au président Bandakani. J'espère me tromper. Hein. Peut-être que ma question peut être déplacée, mais je vais quand même la poser. Ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'on demande à Pierre Nkurunziza si on reconnaît sur ce plateau qu'il a fait des marchés avec les Asiatiques. Il a refusé un certain nombre de choses qui ont pour but de déstabiliser toute cette région-là. Et c'est ce qui cause son malheur aujourd'hui. Donc, si on lui reconnaît ça, alors on voudrait qu'il brade son pays au nom d'un certain humanisme, je ne sais pas. Et moi, je prends l'exemple d'un Camerounais, puisque M. Célestin Ndiamène est Camerounais, et M. Tchoko-Dieu également, Oumniobé, qu'on nous avait présenté comme un maquisard, Oumniobé qui a lutté pour l'indépendance du Cameroun, qui a refusé des concessions avec le colonisateur et le colonialisme en général. Alors, si Oumniobé avait eu le pouvoir, est-ce qu'on lui aurait conseillé de se retirer et de laisser le pays, de laisser faire les choses et peut-être de revenir après, je ne sais pas. Ma question peut être déplacée, mais je pense que l'idée y est. Monsieur Tchoko-Dieu et Monsieur Ndiamène reviendront tout à l'heure et puis ils vont essayer de me donner une réponse. Allez-y, président Bandakani. Je comprends très bien votre question. J'ajoute, il fallait qu'il se retirât s'il était devenu président. Bien sûr. Au nom de l'africanisme démocratisant néocolonial. C'est ça. C'est-à-dire, c'est quoi l'africanisme démocratisant néocolonial? C'est un ensemble de clichés qui n'ont aucune consistance.
alternance, mandat renouvelable une seule fois. Et la conviction qu'on veut faire partager aux Africains qu'on peut démocratiser les néocolonies. C'est-à-dire des pays qui n'ont pas de souveraineté peuvent jouer le jeu de la démocratie. C'est ça que j'appelle l'africanisme démocratisant. Je ne suis pas surpris que sur ce plateau ça circule. C'est une idéologie, c'est tellement forte dans les pays africains parce qu'elle a été profondément insufflée dans la tête des pays africains. Avant, l'africanisme consistait à dire que les pays africains sont des sauvages et ils passent le temps à se détruire dans les guerres tribales. Ils ne peuvent pas assumer les tâches dignes de l'histoire. Ça évolue aujourd'hui. Il faut les reciviliser. Et la nouvelle mission civilisatrice, c'est la démocratisation. Donc, pour vous dire que au nom de ça, c'est Dieu, c'est un Dieu la démocratie. Donc, au nom de ce Dieu-là, il ne faut pas, c'est-à-dire qu'il ne faut avoir aucun projet, aucune conviction pour son pays, parce que vous serez taxé de dictateur. Maintenant, je reviens sur les arguments, parce que on a tellement développé les arguments ici pour défendre notre position, qui est le soutien au président Nkurunziza. Je n'y reviendrai plus. Moi, je vais attaquer les incohérences des arguments de ceux qui sont contre Nkurunziza sur ce plateau. Première chose, alors, je n'ai pas insisté sur la contradiction conceptuelle et stratégique grave dont fait preuve M. N'Djamène sur ce plateau depuis. Vous ne pouvez pas dire que les Africains sont victimaires et vous luttez contre soi-disant l'impérialisme. Vous dites que les Africains sont victimaires. Et l'idéologie de la victimisation. Et c'est où ça vient cette idéologie? C'est un courant intellectuel répandu dans le continent africain qui est organisé théoriquement par l'impérialisme et qui a des agents très puissants qui circulent sur le continent, l'idéologie victimaire. Donc si vous croyez que la victimisation est très forte... Est-ce que M. N'Djamène est l'un de ces agents? Mais c'est ce qu'il dit. Je prends ses propos. Hein. Donc moi je prends ses propos. Je prends ses propos. Donc quand on parle de fingonisme et qu'on élève le fingonisme au niveau de la contradiction principale des pays africains, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça conflit. M. N'Djamène dit que le problème de l'Afrique, c'est le fingonisme. C'est ce qu'il dit. Voilà, ça veut tout dire. Donc, le problème central de l'Afrique, c'est que les Africains travaillent contre eux-mêmes. C'est ce qu'il a en train de dire. Il dit que mais, si c'est vrai, il combat alors quoi? Puisque dans les Africains, il est lui-même là. Puisqu'il dit qu'il combat. Il combat ces Africains-là. Les Africains sont les Africains. C'est une généralisation. Il ne nuance même pas ses propos. Les Africains sont... Ils combattent donc quoi? Alors moi, si je veux être sévère avec lui, je dis qu'il balaye devant sa porte. Moi, je ne vais pas dire plus. Il me comprend très bien. Il faut qu'il balaye devant sa porte avant de dire ce qu'il est en train de dire. Il ne faut pas qu'on nous pousse à dire n'importe quoi. Il faut qu'il balaye devant sa porte. Vous ne pouvez pas être dur envers les autres et fermer les yeux quand c'est dans votre maison. Pour l'instant, moi, je ne vais pas dire plus. Deuxième chose, quand on parle du fingonisme, les Africains ont l'apanage du fingonisme dans le monde. Faut-il rappeler à M. N'Djamène et aux autres que tous les peuples ont connu des fingons et continuent à avoir les fingons? Lorsque Chirac en France dénonce la guerre en Irak, que fait Sarkozy? Sarkozy va se retrouver à l'ambassade des États-Unis, il va faire allégeance aux États-Unis. C'est connu de tous en France. Ceux qui lisent savent ça. Ça s'appelle quoi? Vous avez vu les Français, la classe politique française, élever ce fingonisme-là au niveau de la contradiction principale en France? Est-ce que parmi les Juifs, il n'y a pas de traite? Est-ce que vous avez vu un seul instant dans la reconstitution de l'histoire juive, entre guillemets, on met en avant le rôle de traite? On n'en parle même pas. Pareil en Angleterre, pareil aux États-Unis. Jeanne d'Arc a libéré la France après la guerre de 100 ans contre l'Angleterre. Qu'ont fait les Français de Jeanne d'Arc? Ils l'ont tué. Est-ce que ça veut dire quoi ça? Est-ce que pour autant on va élever ces actes de traîtrise au niveau de la contradiction principale de ce pays-là? Prenons le cas de Pétain en France et le pétainisme. Est-ce que vous voyez les Français quand ils écrivent leur histoire élever, dire que le problème majeur de la France c'est Pétain? Il faut qu'on soit sérieux. On est dans un débat intellectuel. Il faut qu'on soit sérieux. Alors, on demande à Nkurunziza de quitter le pouvoir. On a le droit de le penser. Mais pourquoi c'est seulement à lui qu'on demande? Est-ce que l'opposition que soutient mon ami Tchokodjo, le peuple peut aussi être humaniste et dire que bon, ok, nous ne voulons pas que les gens meurent, laissons-le faire son deuxième mandat? Pourquoi on demande seulement à une personne? Pourquoi ce qui vaut pour lui ne vaut pas pour les autres? C'est tout ce qu'elle veut savoir. Pourquoi? Et deuxième chose, Tchokodjo a dit que Nkurunziza a jeté ce pays dans le chaos. J'espère qu'on parle du même pays. Hein. Le Burundi a connu 6 génocides avant Nkurunziza. 6 génocides. Je dis bien 6 génocides avant Nkurunziza. 6 génocides. Je dis bien 6 génocides avant Nkurunziza. Donc il faut quand même qu'on soit un peu cohérent. Il y a un téléspectateur qui dit que le Congo a été déstabilisé depuis 1920. Donc il faut désespérer du Congo. Donc, mais le Burundi a été déstabilisé depuis exactement 1820.
Puis c'est les mêmes colonisateurs qui ont colonisé les deux pays. Pourquoi ce qui est vrai pour la RDC n'est pas vrai pour le Burundi? C'est autant d'incohérences. Autant d'incohérences. Vous voyez, le président congolais Kabila a demandé à l'ONU de partir de son pays. L'ONU a dit, nous ne partons pas. Ça ne dérange pas les panafricanistes. Et ils y sont. Non, ils n'en parlent pas. Demain, vous allez voir quand il y a élection, on va dire que non, le problème du Congo, c'est l'alternance. Aucun opposant ne parle de cette affaire. Où le président du pays demande à l'ONU de partir. Personne n'en parle. Ils sont dans le querelle démocratisante primaire. Et tout. Donc, c'est ça, c'est autant d'incohérences qui posent un problème sérieux. Je reviens sur une autre incohérence. Mais il faut faire attention. Avec ce panafricanisme à géométrie variable. Ce qu'on reproche au président Nkurunziza, c'est la même chose que nos adversaires et ennemis nous reprochent de faire pour le président Déby et pour le président Obiang. Vous le savez. Est-ce que les mêmes gens peuvent tenir le même discours concernant ces présidents-là? À quel jour il faut qu'on soit cohérent. Et s'il y a un panafricanisme qui est vrai pour ces présidents et faux pour les autres. Puisque moi je soutiens Déby. Bien sûr. Je soutiens Obiang et je le soutiens avec des arguments solides. Et je fais parler pour tous les présidents africains qui sont en situation. Je peux venir ici faire le panafricanisme ici, vrai, quand il s'agit de tel, et ailleurs, répéter les clichés occidentaux qui n'ont pas de base. Si on nie que ce qui détermine la politique dans les grands lacs, c'est la géopolitique de la RDC, on parle de quoi? Si on nie ça, on parle de quoi? Tous ces pays-là, RDC, Rwanda, Burundi, ont été soumis aux mêmes colonisateurs, belges. Tout le monde le sait. Et on sait ce qu'il a créé là-bas. Tout le monde le sait. Quelqu'un tout à l'heure a convoqué une chose. Paul Kagame, il paraît que c'est un grand démocrate, selon les démocrates africains qui sont sur ce plateau. C'est un grand démocrate, Paul Kagame, le président du Rwanda. Alors il paraît qu'il est un très grand démocrate. Il peut modifier ta constitution, ça ne dérange personne. Monsieur Yoweri Museveni est un très grand démocrate. Il peut faire ce qu'il veut en Ouganda, ça ne dérange personne. Mais le grand démon du continent africain, c'est Nkurunziza. Non, il faut arrêter avec ce panafricanisme à géométrie variable et qu'on soit cohérent. On ne démocratise pas les pays qui n'ont pas de souveraineté. Si on croit ça, ça veut dire qu'on valide la mission civilisatrice. Moi, je suis contre la mission civilisatrice. Je pense que la condition de la démocratisation, c'est d'abord la libération, assez vérifiée dans tous les pays du monde. Si on place la démocratisation avant, ça veut dire qu'on sait pourquoi on travaille. D'accord. Et j'aimerais juste que vous disiez un tout petit mot sur... enfin, nous allons y revenir, parce qu'il faudra peut-être que je vous accorde un dernier tour de table, que nous revenions sur la question centrale, c'est-à-dire où en sont les négociations. Le communiqué dit que toutes les parties prenantes à la crise burundaise invitent toutes ces parties à prendre part au dialogue sans précondition et dans le strict respect de l'accord de paix d'Arusha. Moi, j'aimerais bien savoir si, après ces travaux de l'Union africaine, on peut dire que la négociation avance ou alors est-ce qu'elle recule? J'aimerais qu'on termine avec ces questions tout à l'heure. Mais avant, je sais que tous ceux qui n'ont pas encore parlé voudraient intervenir sur la question Nkurunziza qui fait polémique sur ce plateau. Je commence par vous, M. Simon. Oui, ce qui m'embête un peu, c'est que quand je constate que quand les Occidentaux, quand ils vont pour leurs intérêts, ils s'entendent. Vous n'entendrez aucune contradiction. La Libye est là pour confirmer. La Côte d'Ivoire est là. Plein de pays, quand l'Occident va contre ses intérêts, vous n'entendrez aucun son discordant. Maintenant, je vais avancer en disant ceci. Vous savez, quand on veut embêter un chef d'État africain, même quand vous n'avez pas de cheveux, on vous trouve des pouces sur la tête. Il y a des cas qu'on a vécu, où on a vu en Côte d'Ivoire, un pays où M. Gbagbo est au pouvoir depuis 10 ans, on s'arrange pour aller bombarder un camp militaire où il y a les Français. Les Français eux-mêmes s'arrangent pour tuer des Français, pour mettre sur le dos du président Gbagbo. Tout ça, ça ne dit rien aux panafricains quand ils sont sur. Et aujourd'hui, l'histoire rebondit où on appelle des ministres, des anciens ministres français. Voilà, pour venir à l'époque, ils n'avaient pas été. Je continue. Il y a un autre problème. Qu'est-ce que je disais? Il faut savoir une chose. On n'aime pas. Les Occidentaux ne veulent pas des Africains, chefs d'État qui travaillent pour le compte des Africains. Quand vous commencez à poser ce genre d'actes, on fait tout et tout pour vous éliminer. Ça, et on a des preuves. On a vu comment les gens qui sont tentés de sortir du franc CFA depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, les Sékou Touré qui ont osé élever la voix, on sait comment ils ont fini.
le président Sylvanus Olympio, au Togo, plein, je ne veux pas en citer, ils sont nombreux. On continue. Maintenant, au Burundi, il faut voir dans quel contexte le texte est le prétexte de ce qui fait en sorte que ce monsieur soit au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Les gens regardent seulement ce qui arrive, ils ne voient pas comment ça a commencé. C'est extrêmement grave. Et moi, je suis scandalisé. Je voudrais poser une question à M. Djamel. Il passe tout son temps ici. Et vraiment, j'ai voulu taire cette histoire depuis, parce que je me suis dit, peut-être qu'il peut revenir à des bons sentiments et se dire que non, il y a des erreurs. Moi, je voudrais poser la question à M. Djamel. Il me souvient que vous avez porté plainte contre M. Paul Biya en France, contre les biens mal acquis. En France, pas en Afrique. Parce qu'aucun pays en Afrique ne pouvait résoudre ce problème, juger ce problème. Vous allez porter plainte contre M. Paul Biya pour les biens mal acquis. Vous savez combien de temps la France, ce que la France a fait en Afrique en matière de biens mal acquis. Aujourd'hui, vous parlez de fingonisme. Quand vous allez en France porter plainte contre un Africain comme vous, aux Français, qui est plus fingon que l'autre, il faut qu'on arrête de faire le cinéma. Parce que ça devient très énervant et écœurant même à la limite. De venir faire le malin sur un plateau de télévision en dénonçant les autres quand vous-même vous êtes quelqu'un qui passe tout le temps à jouer au fingonisme. Il faut qu'on arrête ce cinéma-là. D'accord, merci beaucoup. Je vais donner la parole rapidement au Père Nouveau Sadio pour terminer. Vous connaissez ma position sur Nkurunziza. Je ne suis pas d'accord avec lui. C'est qu'il a été dans les montagnes. Voilà. Et il prenait des mallettes d'argent pour combattre les autres. Non, c'est-à-dire où on fait la politique, où on fait le sentimental. Je suis d'accord avec Mekia. Ils ont des opinions très valables. Quand tu les écoutes, c'est posé, c'est honnête. Mais qu'ils disent en Nkurunziza de dialoguer avec son peuple. Ça c'est bien. Oui, là, tu m'annonces une très bonne nouvelle. Parce qu'il ne gouvernera pas des bâtons ou des armes, c'est des hommes qu'il va gouverner. Moi, tout homme d'État qui refuse le dialogue solennel, je ne suis pas avec vous. On ne va pas dire que vous allez tirer sur les gens et on me dit qu'il n'y a pas de cadavre. J'en vois, moi. Si c'est quelqu'un qui prenait... Il me parle de caca. Mais on envoyait en Libye, Père Sadio. C'est vous défendez, vous dites souvent ici que la Libye, le pays a été instrument. Enfin, je veux dire, on a trompé tout le monde. En Mondovision, nous avons montré des cadavres. Mais Sarkozy... Est-ce que cela ne peut pas s'appliquer au Burundi? Aujourd'hui, on est en train de juger Sarkozy, je ne sais pourquoi. On dit que les Américains même ne sont plus d'accord avec lui sur ce qu'il a fait. Hein? C'est pas pour la Libye en tout cas. C'est pour la Libye. On dit que les Américains n'étaient même pas d'accord avec lui. Quelqu'un m'a dit ça, je lui ai dit, ah bon? Il me dit, oui. J'ai gratté ma tête, je n'ai pas dit ce mot. Voilà. Donc, Nkurunziza, c'est un jeune révolutionnaire. Vous êtes un sage. Oui. Pourquoi vous n'avez jamais dit aux opposants, arrêtez ce que vous faites au nom de la vie humaine? Pourquoi c'est seulement en Nkurunziza que vous le dites? Votre question est très dangereuse. Ma question est dangereuse. Elle est tellement dangereuse. Tu dis à un opposant d'arrêter parce qu'il y aura des morts. L'opposant n'a pas d'armes. C'est pas lui qui gouverne l'armée. Sauf quand tu en as comme lui, il avait mal. Non, les opposants font des cases. Si c'est vraiment, ce sont eux qui font les cases vraiment. Et il y en a même qui sont. Les opposants qui font. Attends, toi, tu attends. Non, la rébellion organisée, armée. C'est la théocratie souvent que vous amenez sur ce plateau. Et je suis contre la théocratie. Je crois que je me fais comprendre. Nkurunziza ne doit pas être supporté parce qu'il est pasteur ou bien il est qui. Non, je voudrais que les gens fassent la réalité des choses. Comment vous pouvez me dire que les opposants... Nkurunziza était dans les montagnes, il prenait les mallettes d'argent. C'est son groupe. Et puis vous me parlez de Kabila. Kabila est venu par comment au pouvoir? Kabila, il est venu comment au pouvoir? C'est un rebelle. C'est la rébellion de son papa qui l'a amené au pouvoir. Son papa était en Ouganda, tous. Irum c'est venu là. C'est lui qui les gardait tous. Son papa était au pouvoir. Che Guevara est venu aider son papa pour la libération du Congo, comme le dit le gars. Mais Che est parti parce que son père était quelqu'un qui faisait la rébellion. Ils ont chassé Mobutu avec Kakame. Qu'est-ce qu'il a à dire? Aujourd'hui, si on veut le chasser, il dit quoi? Il dit quoi? Lui-même, il est démocrate. Je l'aime beaucoup. Aujourd'hui, les gens sont contre lui. Et il dit que le Burundi doit... Non, ce n'est pas le problème des Africains. Les Africains doivent avoir une conscience de quitter le pouvoir quand il faut. Il faut qu'ils l'aient. S'ils ne l'ont pas, voilà, ça chauffe chez moi là-bas. Tu m'avais vu avec une bague. Les gens n'ont pas compris. Parce que ceux qui font la politique souvent ne comprennent rien.
D'accord. Voilà les gens qui te disent la Constitution a dit ceci. Et les gens ne lisent pas cette Constitution. Il y a un monsieur qui a été précédent à ceux qui sont là. Il a farfouillé parce que c'est un gars qui se dit très intelligent. Alors qu'il a échoué une fois à un examen. D'accord. Merci. Il ne faut pas que les gens jouent avec les qui. Merci beaucoup, Père Sadio. Non, vraiment, Nkurunziza, moi, s'il dialogue, comme on l'a dit, mon ami et frère Bandakani, je suis très d'accord. Non, son problème a toujours été les rebelles. C'est-à-dire que il dit qu'il ne peut pas dialoguer avec des personnes qui viennent avec des armes pour déstabiliser le pays. Lui, il était quoi? Alain, c'est ça qui me fait mal. Lui, il était quoi? C'était une marionnette. On ne négocie pas avec. Et ça, c'était un enfant de cœur qui chante c'était un révolution. Aucun pays au monde, vous pouvez mettre l'âme sur la table. Ils ont tué les Ladaïs, ils ont tué les gens, ils ont tué. Alors, c'était pas lui. C'était pas lui. Mais c'est quelqu'un de siens. Non. Merci beaucoup. Merci à vous, cher monsieur. Merci. Nous avons terminé normalement, même si nous avons beaucoup d'appels qui viennent encore. Nous allons peut-être contacter 2 ou 3 invités encore, rapidement, parce que nous avons déjà terminé. Chacun aura moins d'1 minute de parole, moins d'1 minute. Nous avons fini. Pour faire tomber un chef d'État, l'Occident utilise tous les moyens. Le cas de la Côte d'Ivoire est patent. Pour faire tomber le président Gbagbo, on a déversé des déchets toxiques. Mais Trafigura, qui est l'auteur des déchets, est aujourd'hui actionnaire majoritaire à Petrosi. C'est Lali Olivier qui nous envoie ce message, comme pour dire que les Occidentaux sont prêts à organiser des choses au Burundi, soit disant que c'est le président Pierre Nkurunziza qui est en train de tuer son propre peuple. Enfin, j'interprète le message de M. Lali Olivier. D'accord, nous avions des gens en ligne, mais qui sont partis. Malheureusement, ils ont beaucoup attendu. Moins d'1 minute. Célestin Djamène, rapidement. Oui, on a fini. Je ne suis pas un panafricaniste de pacotille. Je suis convaincu qu'il n'y en a pas sur ce plateau, mais il peut y avoir des erreurs. Bien sûr. Je considère que dans la vie, il y a ce qu'on appelle des principes, des fondements, des fondations, et ensuite des exceptions, éventuellement selon les circonstances. Monsieur Nkurunziza n'est ni comparable à Oumyobé, c'est une insulte. Monsieur Nkurunziza se donne, s'octroie une mission messianique. C'est une aberration. Enfin, monsieur, le cas de Oumyobé, c'était une analogie pour... Oui, je pense que la comparaison, pour moi, est mal placée. Quand on compare, pire encore, quand on compare monsieur Gbagbo en Nkurunziza, monsieur Gbagbo a apaisé la Côte d'Ivoire. Il a nommé un ennemi Premier ministre. On a le résultat. Monsieur Gbagbo a donné la nationalité ivoirienne à Ouattara. Qu'est-ce que ça a apporté à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que ça a apporté? Eh bien, le destin, c'est le destin. Le destin. Souvent, la récompense d'une bonne action n'est pas toujours une bonne action. Vous croyez-vous au destin, monsieur Djamène? Non, c'est pas l'argument, voilà. La récompense d'une bonne action n'est pas toujours une bonne action. Mais quand on est missionné pour accomplir une mission, on doit le faire. Quelles qu'en soient les conséquences, positives ou négatives. Monsieur Djamène, si vous apportez ce type d'argument, c'est-à-dire vous parlez de destin pour le cas de la Côte d'Ivoire et en politique, moi ça me pose un problème. Je dirais que le destin vit son Afrique, on laisse tomber, l'Afrique vit son destin et on laisse tomber ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que le destin est irrévocable s'il existe. Non. L'homme est créé dans un univers. Dieu contrôle cet univers. Donc le destin n'existe pas dans ce cas. Dieu contrôle l'univers. Dieu a ses secrets, a une destinée pour l'univers. L'homme a à faire ce qu'il a à faire. Quand l'homme se sent investi d'une mission, il doit l'accomplir, quoi qu'il arrive. Comme un apôtre. Quelles que soient les montagnes qui se dressent devant lui. Il doit y aller. Nkurunziza. Attendez. Je vous en prie. Écoutez-moi bien. Écoutez Célestin Djamène. Écoutez-moi bien. Jésus lui-même a déclaré, Monsieur Simon, je vous en prie. Écoutez-moi. Allez-y. Vous allez comparer M. Gbagbo à Nkurunziza, mais c'est un scandale. Alors, je vous en prie, Jésus lui-même a dit, laissez à César ce qui appartient à César. Dont la cité des hommes, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. L'homme est sur terre pour accomplir ce qu'il a à accomplir. Dieu fait le reste. Monsieur Simon, je vous en prie. En politique, il y a des affaires de la cité. La vie, c'est Dieu qui la donne, c'est lui qui la reprend.
pour moi, peut-être que pour les autres, ce n'est pas le cas, elle n'a pas de prix, elle est au-dessus de toutes les autres valeurs. Donc aucun homme politique, quel que soit son argumentaire, ne peut justifier de marcher, de vivre sur les cadavres. Moi, je ne fais pas la politique, je ne la ferai jamais en marchant sur les cadavres. Hors de question. Je veux terminer en disant simplement que sur les biens mal acquis. Bon, M. Simon n'est pas juriste, je ne lui en veux pas. Donc il y a des choses qui lui échappent. Il y a des subtilités juridiques qui lui échappent. Quand on porte plainte, il y a 3 éléments fondamentaux en droit. La plainte en raison de la matière, en raison du lieu, en raison de l'individu. Monsieur Biya, quand je porte plainte en 2010, c'est sur des biens mal acquis en France. Donc matériel loci, comme on dit en latin. Donc je suis obligé juridiquement de porter plainte là où les biens sont incriminés. Il est impossible juridiquement de porter plainte au Cameroun. D'accord. Ça n'a rien à voir avec cet espace. Non, non, tu ne connais pas le droit. La preuve, tu viens de le démontrer. Donc c'est la raison pour laquelle en droit, on porte plainte là où il y a matière. Vous avez la parole. Rien d'autre. Merci. Monsieur Simon, je vous en prie. Vas-y, Chokodieu. Moins d'1 minute. Quand vous allez écouter ce que j'ai à dire, vous allez vous rendre compte de la pertinence de cela. Il ne faudrait pas que les... Parce que je suis convaincu que durant pratiquement au moins 6 mois, les pro-Nkurunziza ont beaucoup parlé sur ce plateau. Ça a donné l'impression, effectivement, qu'il n'y avait pas des Africains qui pensaient autrement. Je ne suis pas contre Pierre Nkurunziza. Mais ses méthodes, pour moi, fragilisent le camp des panafricanistes que je défends. Je ne combats pas pour perdre. Les opposants burundais n'ont jamais pris les armes. Jamais. Ce sont les membres du camp de Nkurunziza qui ont pris les armes. Et c'est là qu'il faut interroger la famille présidentielle. Lorsque dans le camp présidentiel, ça se gâte, parce que c'est un camp qui a tellement accumulé, en perspective certainement, à l'après, l'homme fort, il y a des déstabilisations. Au Sénégal, le président actuel, c'est un ancien membre du camp présidentiel, de même qu'Idrissa Seck. C'est à l'intérieur de ce camp que ça se gâte. Au Burkina Faso, ce sont les anciens amis de Compaoré qui ont démissionné parce qu'il n'a pas pu les convaincre. Idriss Déby a modifié la constitution. Dans son camp, il a convaincu. Il est parti en guerre contre les frères Tom et Timan Erdimi, qui étaient de son camp, qui étaient ses propres cousins. En ce moment-là, il n'était pas d'accord. Vous voyez que les camps présidentiels en Afrique, c'est un autre débat, ça peut être un thème. Les camps présidentiels, la majorité présidentielle. Heureusement pour lui, il a pu sortir victorieux de la guerre et par la politique de la main tendue, il a pu les ramener. Obiang Nguema a changé la constitution. Mais dans son camp, il a convaincu. Nkurunziza n'a convaincu personne dans son propre camp. Son chef militaire, le chef, quand vous savez ce qu'on appelle le chef d'état-major des armées, celui avec qui vous avez guerroyé, il a fait 10 ans, il t'a supporté. Tu n'as pas pu le convaincre. Le président de l'Assemblée nationale qui a démissionné, qui est parti, tu n'as pas pu le convaincre. Moi, du Cameroun, d'Afrique, quand je regarde ça, je me dis, tu ne peux pas avoir bataillé avec des gens. Vous vous êtes sacrifiés. Tu n'as pas pu les convaincre. Tu ne peux pas convaincre les autres Africains. De deux, comparer Nkurunziza à Gbagbo, c'est une aberration terrible. Nkurunziza n'a pas eu un pays divisé pendant 5 ans. On ne lui a pas imposé une rébellion militaire. Non, il a eu un territoire uni. Il n'a pas eu des premiers ministres imposés. Il a eu un pays uni. Il n'a pas eu une armée étrangère sur son sol. Maintenant, où est-ce qu'on va aller? Tout le monde parle, mais est-ce que vous vous rendez compte que le Burundi est en train de stagner depuis que on me dit que le Burundi est en paix, mais on parle de crise burundaise. C'est quand même contradictoire. Les gens disent que non, le Burundi est en paix, mais eux-mêmes ils utilisent l'expression crise burundaise. Ça veut dire que ça ne va pas. Et ils parlent de Kagame. Kagame, dans son pays, a pu convaincre, parce qu'on nous les a traités de panafricanistes à tête chercheuse. Il a convaincu dans son camp. Et c'est pas Kagame même qui a changé. Vous avez beaucoup de choses à dire parce que c'est une idée qui en appelle une autre. Kagame a changé. On me dit que Nkurunziza lutte pour le panafricanisme. Est-ce que Nkurunziza a changé de langue de dialogue? Kagame a pris une décision historique. Aucun pays en Afrique dans les 20 dernières années. Merci. En 30 secondes, je vous remercie. En 30 secondes, aucun pays en Afrique sur les 20 dernières années n'a changé fondamentalement de langue de dialogue. Kagame a dit je sors du français. Aujourd'hui, désormais, on opte pour une autre langue. Qui est laquelle? Nkurunziza ne l'a pas fait. Il aurait très bien pu le faire. L'anglais, non? Non, on sort déjà de quelque chose, lequel on peut aller. Et on va progressivement aller. Qu'est-ce que Nkurunziza... Mais quels sont les faits d'armes panafricanistes de Nkurunziza? Aucun. Et le panafricanisme que nous vénérons sur ce plateau, qui est Robert Mugabe, lorsqu'il était à la tête de l'Union africaine en 2015, au sommet de l'Afrique du Sud,
qu'est-ce que Kagame a demandé? Vous voyez que vous irez de démonstration en démonstration. Qu'est-ce que le président... Ce sujet reviendra certainement. Les faits sont... Non, mais le président je vous en prie, a demandé en conseil de partir. Oui, merci. Les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Pour toute personne qui fait de la politique, je ne fais pas la politique, mais si une personne envisage de faire une carrière politique, cette personne devrait lire et étudier les mains sales. Vous ne pouvez pas être au cœur de la politique. Le livre de qui? Laisse-moi terminer. Non, les mains sales, le livre de qui? Quand nous on parle, vous dites que c'est les Européens. Laisse-moi parler. Ouais, je suis en train de terminer, non? Mais je dis ceci. Qui a écrit les mains sales? Voilà, et il faut faire la politique. Oui, je suis... Mais nous recevons un blanc sur ces plateaux. J'espère que vous n'êtes pas raciste. J'espère que vous n'êtes pas raciste. Dalvaris à la parole. J'ai des amis blancs. Dalvaris à la parole. J'ai vécu avec les blancs. Non, je dirais ceci. Rodrigue, vous n'avez plus la parole. Vous ne pouvez pas dire que vous faites de la politique. Vous ne pouvez pas faire de la politique. Des gens sont en face de vous. Des gens utilisent des armes pour vous détruire et vous croisez des bras. Vous dites que vous êtes très très démocrate pour laisser tirer sur vous. Je prends des faits. Vous parlez tout à l'heure du chef d'état-major de Nkurunziza. Mais en réalité, il a été tué par qui? N'oubliez pas qu'il a été tué. Hein? Il a été tué dans la rue à Bujumbura. Son cortège passait. Pas des gens que vous dites qui ne sont pas armés. Les armes qui sont tous les jours à Bujumbura. Mais ça ne pousse pas comme des champignons. Ces armes viennent de quelque part. Même les services secrets américains disent carrément que Kagame est en train d'armer de former une rébellion. C'est pas seulement nous qui l'avons dit ici là. Quittons là-bas. Quand vous faites allusion au communiqué de Zuma, le président Zuma était quand même chef de délégation d'une délégation officielle de l'Union africaine. Et il a donné un point de vue qui est clair. Vous parlez maintenant des tués. Les tués ne sont pas seulement dans les camps de l'opposition, mais les tués sont aussi dans les cas de la rébellion. Les ingrédients sont réunis. On ne dit pas que le cas au Burundi est identique au cas ivoirien, mais les ingrédients sont réunis pour atteindre cela. Il y a une rébellion qui est en train d'être formée dans un arrière-pays. Il y a des armes. Il y a un dialogue inclusif entre guillemets. Il y a des gens qui ont des armes en main. On leur dit de venir entrer dans le gouvernement. Avant, le président Babo, c'est quelqu'un de bien, mais il a aussi commis une erreur. S'il n'avait pas laissé des rebelles entrer dans le gouvernement ivoirien, il n'y aurait pas eu quand même 15 000 morts ivoiriens. On ne peut pas laisser ça passer et dire que on laisse... Parce qu'il faut suivre les Occidentaux. Le temps est fini, président. Vous aurez 30 secondes. Oui, 30 secondes. Nkurunziza est si impopulaire chez lui, comme le dit mon cher ami Tchoko Djé, qui n'arrive même pas à convaincre son propre camp. Comment se maintient-il au pouvoir? Bon, vous avez répondu à votre question. Vous dites qu'il n'a pas pu convaincre son propre camp. Comment se maintient-il au pouvoir? Nous n'avons, quand on fait un débat, restons honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes. Nous n'avons jamais dit que Nkurunziza a été un panafricaniste. Moi, je ne l'ai jamais dit. Le panafricanisme ne se réduit pas à la défense de certains régimes. Les panafricanistes prennent position sur des situations ponctuelles. Et c'est notre rôle, c'est notre mission. Nous n'avons jamais dit ça ici. Il a convaincu Mugabe, j'aime bien ça. Mais tout ce qu'on dit de Nkurunziza aujourd'hui, n'a-t-on pas dit ça de Mugabe? N'avait-on pas élevé M. Tsvangirai au niveau d'un héros démocratique? Non seulement par les Anglais et leurs amis africains, que les gens partant de Tsvangirai. Si Mugabe n'avait pas résisté, on ne serait pas aujourd'hui en train de le prendre pour héros. Donc, il faut toujours qu'on soit cohérent. Maintenant, M. Nkurunziza, Ndiama nous reproche de comparer Nkurunziza à Oumniobe. Personne ne l'a fait sur ce plateau. En tout cas, pas moi. Il faut être honnête sur le plan intellectuel, mes chers amis. Bon, maintenant, comme il aime tant Oumniobe, Ndiamen, est-ce que quand il convoque Oumniobe comme il le fait tout le temps, est-ce qu'il peut donc convoquer Oumniobe et rendre ça compatible avec l'élévation du fingonisme au niveau du problème fondamental de l'Afrique? Oumniobe n'aurait jamais dit un truc pareil. Je sais au moins de quoi il parle. Il le sait. Oumniobe n'aurait jamais dit un truc pareil. Élever le fingonisme au niveau du problème fondamental de l'Afrique. Donc s'il convoque Oumniobe, il faut qu'il soit cohérent envers Oumniobe. Cohérent. Alors si on dit que le fingonisme c'est le problème, alors les Indiens qui ont été génocidés étaient tous d'un fingon. Hein? Les Indiens qui ont été pratiquement effacés de la carte de l'Amérique, qui était leur pays d'origine. Est-ce qu'ils ont été tous des fingons? Président Mandakani, je vais vous interrompre brutalement pour vous redonner la parole, mais pas sur le fingonisme et autres. Parce que nous n'en aurons pas fini. Est-ce que la médiation, parce que nous en avons parlé très peu, ça ne m'arrive pas souvent, mais j'ai failli être dévié du thème même de ce soir, la médiation qui est en marche. On demande à Nkurunziza de convoquer un dialogue exclusif, inclusif, je veux dire, avec toutes les parties, alors que nous connaissons sa position. Lui, il accuse une certaine frange de l'opposition d'organiser la rébellion.
est-ce que vous pensez que ça va aboutir à quelque chose? Tout ce qui peut ramener la paix dans ce pays, moi je soutiens. Tout ce qui peut ramener la paix dans ce pays, je soutiens. Et cette médiation n'est que la bienvenue. Contrairement à ce que dit mon ami Tchoko Dieu, il n'y a jamais eu de paix au Burundi. Jamais. Jamais. Ce pays connaît la violence depuis au moins 50 ans. Voilà, 50 ans. Donc je dis que tout ce qui peut amener la paix au Burundi, je soutiens. Donc cette démarche de l'Union africaine, il faut la soutenir jusqu'à ce qu'elle s'épuise. Nous sommes pour la paix au Burundi, nous ne sommes pas pour la guerre. Je termine en disant ceci à mon ami Célestin Djamel. Lorsque Simo convoque la plainte qu'il a fait à Paris contre le chef de l'État du Cameroun, moi ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est quoi? C'est que j'ai retrouvé une contradiction. M. Djamel a défendu sur ce plateau le fait que M. Guillaume Soro ne doit pas être interpellé en France parce que c'est un dirigeant africain. C'est en contradiction avec le fait qu'il a porté plainte à Paris contre le chef de l'État du Cameroun. D'accord. Tellement, il y a eu tellement, c'est-à-dire que il y a eu tellement d'arguments, tellement de contre-arguments, je vous en prie, qui ont fusé de part et d'autre, que nous n'avons pas vraiment insisté sur la question qui nous était posée ce soir, à savoir où en est la médiation, mais vous avez pu tirer... Messieurs, permettez-moi de conclure. Vous avez pu tirer des interventions ce soir que la médiation est en marche. Le groupe qui a été envoyé, la délégation qui a été envoyée à Bujumbura a rendu ses travaux. Nous attendons de voir quelle sera la réaction de Bujumbura. Déjà, il y a des indices, les éléments qui nous font croire que le président Pierre Nkurunziza est ouvert au dialogue. Nous allons tout simplement laisser parler la suite des événements. Nous avons également parlé du Bénin. Le premier tour de la présidentielle a lieu le 6 mars. Le 6 mars, c'est après-demain. Donc, que l'Afrique accompagne ce cher et beau pays dans ce pan de son histoire, qui ne sera certainement pas un pan facile. Il faudrait que le Bénin en sorte grandi et que le peuple béninois, qu'on a invoqué ici, de bout en bout, soit assez mature justement pour savoir où il va et ce qu'il veut, parce que nous avons dit en début d'émission que seul le peuple peut changer les choses en Afrique. Nous voulons dire merci à nos invités, nous voulons dire merci à N'Djamena avec qui nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout de cette émission. Vous avez constaté pourquoi, c'était pour des raisons indépendantes de notre volonté. Nous voulons dire merci à tous les téléspectateurs qui nous ont appelés, ceux qui n'ont pas pu nous avoir. Nous allons vous dire que prochainement, la prochaine fois sera la bonne. Nous voulons dire bonsoir particulièrement à Samba David, qui depuis la Maca a pensé en nous via quelqu'un d'autre avec qui je suis en contact sur les réseaux sociaux. Il est en prison depuis 6 mois. Nous voulons penser à lui et interpeller peut-être les autorités ivoiriennes. Ça fait déjà longtemps que ça dure. Nous espérons que ce confrère sortira bientôt de ces geôles. Nous allons, sans autre forme de procès, mettre un terme à ce débat. Bonsoir.